Mesdames, Messieurs, bienvenue. Le code électoral est voté aux grandes dames de la classe politique au Bénin, opposé à Patrice Talon, mais plus encore au nez à la barbe d'une opinion qui s'interroge sur la nécessité d'une complexification du système politique. Si pour d'aucuns, ces modifications viennent renforcer le système partisan, c'est un coup d'État institutionnel pour d'autres. De toutes les façons, sur ce plateau, nous avons Distella Moussou, membre du Bloc républicain, analyste, mais foncièrement contre cette modification du code électoral, et Franck Birzin, membre Union progressiste, juriste, pour bienvenue. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Bonsoir Peace, bonsoir amis téléspectateurs. Alors, je suis heureuse, mesdames, messieurs, de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Politique sans tabou sur Culture Radio, en nouvelle diffusion sur Reporter Bénémon. Tout de suite, mes invités, Franck Birzin, un adjectif pour décrire le travail qui a été fait. Que direz-vous? Je dirais que c'est un travail magnifique. Distella. Mais avant, permets-moi de saluer les téléspectateurs et de souhaiter une belle célébration du 8 mars à toutes ces belles dames, nos mères, nos sœurs qui nous suivent. En tout cas. Elles sont des Amazones et grâce à elles, nous sommes en train de bâtir, de construire ce pays. Merci. Merci, monsieur Franck Birzin. Distella Moussou, un adjectif pour décrire le travail qui a été fait par les parlementaires béninois. Un contenu hautement politique, mal présenté dans une enveloppe qui ne s'y est pas, avec des éléments de langage qui ne rassurent pas, mais il n'en demeure pas moins que le contenu est progressiste, le contenu est évolutif vers le développement, le contenu inspire appel à la cohésion nationale et à la responsabilisation du personnel politique. On vous a vu dans une, je dirais, fatwa contre ces travaux de révision du code électoral. Pourquoi? Puisque vous êtes membre d'un parti politique appartenant à la mouvance présidentielle. Très bien, je ne suis pas de ceux qui s'asseyent sur une branche d'arbre et qui la scie. Je suis un précurseur, vu mon parcours et le poids d'analyse que j'ai derrière moi, que j'ai capitalisé. Je suis de ceux qui tirent très vite ou plutôt trop tôt sur la sonnette d'alarme. Pour dire que lorsque nous voulons faire des choses bien, lorsque nous voulons faire de bonnes choses, il nous faut, en fonction de notre contexte sociologique, trouver la méthodologie appropriée, les éléments de langage qui conviennent et le discours pour se tendre. Et lorsque vous me permettrez de contextualiser l'environnement, l'écosystème qui nous a conduits au vote de ce code, vous admettrez avec moi qu'une intervention aussi tonitruante que celle de l'honorable Augustin Avravoy-Blanc lors de l'échec de la tentative de la révision de la Constitution, ou du moins de son acceptation en plénière pour étude, cette posture est venue envenimer le climat de suspicion qu'il y avait en amont. Et cela a enflé, n'est-ce pas, tout ce que nous entendons aujourd'hui, tous les discours, parce qu'en réalité, je n'ai pas encore entendu un seul argument venant de la classe politique de l'opposition ou même de la mouvance
qui fait fronde que le contenu, l'essence de ce code-là soit stigmatisé, soit jeté à la poubelle. On me parle juste de méthodologie. Alors, je dis, nous avons besoin de reformater la classe politique, non pas la classe politique, mais le personnel politique, au fait de pouvoir dire les choses avec intelligence, de pouvoir dire les choses en tenant compte des populations, du bas peuple, et de ne pas donner l'impression de s'imposer dans le style, le type, vous n'avez pas voté la révision de la Constitution, eh bien, vous en récolterez pour votre devenir, votre avenir politique. Merci. C'est un discours inintelligent. Merci Distella Moussou. Franck Béonzin, est-ce que, selon vous, aujourd'hui, lorsqu'on regarde, sinon au vu des récriminations, des opinions ça et là, ce code électoral a été révisé dans un climat de suspicion? Il faut d'abord dire que la modification de la Constitution est intervenue suite à un recours au niveau de la Cour constitutionnelle qui a demandé au juge constitutionnel de régler le problème relatif à l'inégalité qui s'observe au niveau du droit de parrainage, donc au niveau des parrains. Le juge constitutionnel, dans sa décision, a renvoyé le test à l'Assemblée nationale. Il y avait donc deux alternatives. Soit régler le problème à la source, donc aller dans la Constitution pour régler le problème, ou aller au niveau du code électoral pour trancher d'une manière ou d'une autre. Nous avons suivi l'actualité autour de révision de la Constitution. Dans la procédure, il y a la possibilité de la minorité de blocage, ce qui a été fait au niveau de l'Assemblée nationale avec grande joie de l'opposition. Nous sommes dans un contexte bien évidemment politique et la mouvance a proposé, a suggéré une modification du code électoral pour répondre à la préoccupation du juge. Il faut dire que à l'approche des élections, souvent, il y a la révision du code électoral pour régler d'abord des problèmes techniques, les problèmes rencontrés lors de la mise en œuvre du test en vigueur. Et sur cela, nous allons dire que le contenu du test que nous avons règle des problèmes au niveau de l'organisation des élections, donc facilite la tâche à la Sénat et au nombre de ces solutions, nous pouvons dire par rapport au nombre de coordonnateurs d'arrondissement, par rapport le code permet, là où il y a assez de bureaux de vote, le code permet à la Sénat d'avoir des zones et d'avoir de multiplier le nombre de coordonnateurs. Vous ne répondez pas à ma question. Je viens à votre préoccupation parce que il faut partir, le test est voté, donc le contenu. Vous me demandez si le code est voté dans un climat de suspicion. Je ne vois pas quelle suspicion il y a autour. Donc le rejet de la Constitution est voté dans un climat de suspicion. Non, il n'y a pas de suspicion autour du vote, à mon avis. Alors, je reste avec vous pour vous poser la question justement par rapport au contenu de cette loi qui a été modifiée. D'un point de vue politique et technique, quels sont les gains pour le système politique au Bénin? Les gains pour le système politique, il faut dire que le contenu du test renforce la réforme du système partisan, renforce le but qui est celui d'avoir des grands regroupements, des grands partis politiques. Et quand on voit ce qui est prévu, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas de grands regroupements politiques quand
penserait à la mise en œuvre de la modification de ce code. Parce que quand on voit déjà les pourcentages pour être éligible à l'attribution de sièges, on voit que le but qui est celui d'avoir des grands regroupements politiques est là. Il faut dire que lorsque le code a fini de régler la question de parrainage, cette modification ramène ou diminue quand même la caution pour être candidat aux élections présidentielles. Ce code diminue la caution parce que le problème qu'on voudrait régler par rapport au parrainage, c'est de pouvoir maîtriser le nombre de candidats, les pléthores de candidats à l'élection présidentielle. Rappelez-vous que dans ce Bénin, on avait jusqu'à 30 et quelques candidats. Bénzin, oui. Pendant qu'on diminue la caution pour la présidentielle, on augmente celle pour les municipales et les législatives. Si je ne m'abuse, M. Distel Amoussou. N'est-ce pas? Je doute si la caution a été... Monsieur Distel, vous êtes avec moi? Je suis très bien avec vous, mais je réalise avec beaucoup pas de stupéfaction, mais je réalise que mon vis-à-vis s'enfonce. Il n'a pas changé, je ne sais pas. Mais en tout cas... mon vis-à-vis s'enfonce... Je vous donnerai bientôt la parole. Monsieur Béanzin, vous allez continuer, mais soit il a été augmenté, soit il n'a pas bougé, alors que tous les partis ne bénéficient pas du financement public pour les partis politiques. Le principe pour avoir accès au financement du parti politique, des partis politiques, c'est que il faut que le parti plutôt ait une représentativité nationale. C'est ce principe qui a été posé. Donc, si un parti n'a pas de financement public, le parti travaille pour répondre aux critères pour avoir le financement public. Alors, est-ce que, M. Distel Amoussou, avant qu'on amène M. Béanzin à ressortir d'autres points aussi bien politiques ou techniques du gain du système politique aujourd'hui, quels sont les points problématiques, selon vous, dans ce nouveau code électoral qui a été voté? Oui, je répondrai à votre question, mais avant, je constate que mon cher ami s'enfonce dans son préconçu, dans les éléments de langage qu'il a sous la main. Il mélange le pinceau. Non, il n'y a pas eu révision de la Constitution, parce qu'il disait tantôt que la révision de la Constitution est intervenue dans le contexte. Non. Il faut dire une chose. Nous sommes... Je ne crois pas avoir dit qu'il y a révision de la Constitution. J'ai dit que le projet a échoué. C'est ce que j'ai dit. J'ai comme l'impression qu'on ne s'écoute pas. Les amis téléspectateurs auront les éléments témoins pour justifier. Alors, c'est peut-être un lapsus de votre... J'ai bien dit qu'il y a eu la minorité de blocage. On ne va pas s'étaler sur ce point. Monsieur Béanzin, s'il vous plaît, on ne va pas s'étaler sur ce point. Monsieur Distel, allez-y et répondez à ma question, s'il vous plaît. Alors, c'est pour vous dire que tout ceci intervient dans un climat de suspicion. Il faut vivre au Bénin. Vous le maintenez. Il faut ne pas être au Bénin pour ne pas le savoir. Et j'ai cité un exemple, un exemple de l'honorable Augustin Aronveille-Blanc, qui la nuit, là où le vote s'est effectué, dans son propos disait, menaçait pratiquement le groupe parlementaire de l'opposition pour dire nous allons boire à la lie. C'est comme qu'il donnait l'impression que quelque chose était préparé contre l'opposition. Et c'est cela que je dénonce avec vigueur. C'est un fait et c'est triste. Mais derrière, quels sont les points problématiques que vous soulignez, sinon que vous retrouvez dans ce nouveau code qui a été voté? Je n'en trouve essentiellement pas. C'est un code en principe qui devrait être un code fédérateur. Okay. C'est un code qui, en principe, qui devrait bénéficier de l'assentiment de toute la classe politique si le travail préalable avait été fait. Le Parlement est un haut lieu politique. Et vous ne venez pas
faire de bonnes choses et donner l'impression aux autres que vous leur imposez ces choses. Aucun Béninois, en tout cas, aucun député béninois élu de la nation ne peut s'offusquer du fait ou contre le combat contre le vagabondage politique, ce que nous appelons vulgairement la transhumance. Aucun politicien béninois, lorsqu'il est conscient de notre passé politique, du fait du multipartisme intégral, je vais parler d'environ 300 partis, ne peut s'empêcher de se réjouir de l'introduction de grands blocs politiques aujourd'hui dans notre pays. Vous me permettrez de faire une petite balade au Ghana, au Nigeria, en Afrique du Sud et dans certains autres pays pour dire que ces pays-là sont en avance sur le Bénin par rapport aux questions de développement. Mais quand vous interrogez, n'est-ce pas, leur écosystème politique, c'est 2, 3 partis maximum. Donc, aucun politicien béninois aujourd'hui, en tout cas responsable, ne peut s'accommoder du fait que dans notre pays, il y a eu des particules dans des sacs pour se balader, ou qu'on a connu des présidents de partis dont les membres pouvaient se tenir ou contenir dans un verre. Vous savez que toute réforme bouscule les automatismes, bouscule les habitudes. Donc nous avons gagné ça là au niveau du code. Il y a plein d'exemples où un député est élu, est venu à l'Assemblée sous une bannière A. À mi-parcours, s'est retrouvé sous les couleurs d'une alliance B. Et à la descente en fin de mandat, s'est retrouvé avec une composition de partis ou conglomérat de partis d'Inks. C'est arrivé. Et c'est encore récent. Ce n'est pas pudeur que je ne cite pas de nom. C'est dans le camp de l'Union progressiste. Ce n'est pas pudeur que je ne cite pas de nom. Vous y êtes presque. Alors, ce code a réglé ce problème. Ce code a réglé le problème de la cohésion nationale. Nous avons pendant longtemps connu des chefs de parti messie, bailleurs de fonds, seuls responsables à bord, autant pour moi, seuls responsables à bord. Nous avons connu le cas du PRD, lorsque Maître Adrien Roumbouedi revenait du Gabon en 1990. On pouvait avoir des dessous de femmes estampillées PRD. Nous avons connu autant d'autres qui, comptant sur leur pouvoir financier, pouvaient se déclarer, se décréter chef de parti et rallier amis, parents, alliés et familles pour faire un parti politique. Les Béninois n'ont pas pu oublier le cas de M. Gassé Roumbédi, qui au soir d'une élection conteste en disant mais et pourtant j'ai une équipe de football. C'est-à-dire que même les joueurs de cette équipe-là n'ont pas pu voter pour lui. Nous avons connu ça dans ce pays. Mais lorsqu'un code arrive à nous dire que nous avons besoin de leaders à dominance nationale, c'est un code à saluer. Lorsque code arrive à introduire
des dispositions pour renforcer de grands regroupements, il faut saluer ce code. Mais, je dis, tout ceci devrait se faire dans un élan de dialogue pour ne pas donner l'impression qu'il y a de forces fortes au-dessus de forces faibles. Oui, nous l'admettons. Est-ce que vous pensez que dans ce contexte-là, appeler, sinon faire un dialogue autour, sinon trouver le consensus autour des modifications à apporter au code électoral pouvait prospérer fondamentalement? Oui, c'est une question difficile parce que si nous allons au dialogue national comme en appel, l'en appel de tous leurs voeux les démocrates, le parti Les Démocrates, nous n'allons pas avancer. Ce n'est pas avec, n'est-ce pas, un dialogue national que nous avons banni les grèves dans le système éducatif béninois, dans le système sanitaire béninois où des patients mouraient du simple fait que le personnel était en grève. Nous n'avons pas été à un dialogue national pour parfaire le fonctionnement des cantines scolaires dans notre pays aujourd'hui. Nous n'avons pas été au dialogue national pour faire du baccalauréat béninois l'un des meilleurs dans la sous-région. Nous n'avons pas été au dialogue national pour réaliser ce que nous avons de si beau, de si patent dans le pays. Nous n'avons pas été au dialogue avant d'eux. Mais je continue de croire que lorsque le président de la République, le président Patrice Talon, s'est donné l'occasion, avant la tentative de la révision de la Constitution, de parler avec les partis politiques représentés à l'Assemblée, il pouvait encore forcer son agenda et trouver l'occasion de discuter à nouveau avec ces mêmes acteurs politiques autour du contenu du code électoral. Ce pas n'ayant pas été parce posé, que, oui. parce que je continue de croire. Oui, j'en aurais fini lorsque je vous aurais dit que je continue de croire que le dialogue reste la clé salvatrice de nos maux dans ce pays. Est-ce que cette absence de dialogue qu'il n'y a pas eu justement, justifie aujourd'hui cette alerte à l'exclusion par le vote de ce nouveau code électoral? Je ne sais pas ce que nous mettons dans absence de dialogue. Nous savons à quel taux le code est voté à l'Assemblée nationale, à quel pourcentage le code a été adopté à l'Assemblée nationale. Je suis déjà content que sur le contenu du code, mon vis-à-vis ne trouve aucune faille à ce qui a été fait. Donc, soutient ce code, je vais dire, et dit que le code est en train de donner ce que l'on recherche au Bénin en termes de partis politiques. Et dans son diagnostic, il a rappelé les mots qu'on avait. On avait des partis, bien évidemment, de région, des partis de zone, des partis de communes. Et plus de 200 partis politiques à l'avènement du président Patrice Talon. Et donc, moi, je ne vois pas le fait qu'on ait dit qu'il n'y a pas de dialogue. Non. Pour moi, il y a eu des discussions et c'est d'ailleurs ce qui a fait que le code a été adopté à l'Assemblée nationale. Donc, je ne vois pas que nous sommes en face d'un défaut de consensus ou de dialogue. La belle preuve
quand il dit, je ne sais pas de quelle forme de dialogue il parle. Sinon, je lis juste une contradiction quand lui-même il dit que nous n'avons pas eu de dialogue pour atteindre certains résultats. Donc je ne sais pas, je me perds vraiment dans ce qu'il met dans le dialogue. Oui, vous allez vous perdre simplement parce que c'est une question de philosophie communicationnelle. Vous ne perdez pas de vue mon statut. Je suis consultant en communication. Et je suis très mal à l'aise lorsqu'un régime, au lieu de communiquer a priori, communique a posteriori. Surtout lorsque ce régime fait de belles choses. Oui, vous allez vous perdre parce qu'il s'agit d'un concept d'école. Monsieur Distel, qu'est-ce que la notion du temps, hein, la notion du temps. Nous avons un code a été adopté. Vous pensez et vous trouvez le contenu normal, le contenu bien, que c'est un bon contenu. Mais vous voudriez que l'on perde du temps, de l'argent pour faire des discussions pour ne aboutir à rien, c'est ça? Et vous le faites après. Quand on vote un test, quand on adopte, quand on modifie un test, il est de bon ton que les citoyens sachent ce qui est le contenu. D'ailleurs, nous sommes venus actuellement pour parler du contenu. Et j'aurais de regrets si, à la fin de cette émission, le téléspectateur se dit, mais le code qui est adopté, il y a quoi dedans? Et donc, nous sommes en train de nous écarter de ce dont a besoin le citoyen. Ce dont a besoin le citoyen, c'est qu'est-ce qui est mis dans le code qui conforte le citoyen, qui conforte la mise en œuvre de l'action publique en matière politique. Et là, nous allons dire que ce code, comme je le disais tantôt, a tranché la question de parrainage, a augmenté le pourcentage pour avoir de nombre de parrains. Et ça, c'est les tests ont dit, la loi organise le parrainage. Mais en même temps, la loi organise tellement le parrainage qu'il l'enferme, sinon qu'il restreint la liberté du parrain à donner librement son parrainage à tout candidat. La loi encadre le parrainage, c'est de ça qu'il s'agit, parce que nous avons dit l'objectif et le frère, mon ami Distel l'a dit tout de suite, tout à l'heure, que nous voudrions également finir avec la transhumance. Parce que vous venez à l'Assemblée nationale sous le sceau d'un parti et vous vous retrouvez au cours du mandat sous le sceau d'un autre parti et vers la fin du mandat sous le sceau d'un autre parti. Le renforcement de la notion amène aujourd'hui l'acteur politique à assumer ses choix du début jusqu'à la fin. Je vous vois sourire presque méchamment, M. Distel Amoussou. Finalement, est-ce que, selon vous, cette absence de consensus traduit, comme le diraient certains, un abus de la majorité parlementaire? Non, excusez-moi, non, pas vraiment. Mais avant de répondre à votre question, je vais demander à mon frère, mon jeune frère, certainement, M. Glelet. M. Béanzin. Glelet Béanzin. M. Béanzin, M. Amoussou. S'il vous plaît, M. Béanzin. Ma mère est M. Béanzin pour ne pas discourir. Ma mère est d'Azali, donc les Glelet, M. Amoussou, s'il vous plaît, M. Béanzin, et on est venu dans le débat. Ils sont mes oncles. Monsieur... Non, il n'est pas dans le débat. Et par respect pour les téléspectateurs, je vais dire en 2, 3 mots ceci. C'est un code parfait. Aucune œuvre humaine n'étant parfaite, je dirais, c'est un code perfectible à la langue. C'est un code qui nous permet de régler 4 problèmes essentiels. C'est un code qui bloque
le vagabondage politique, c'est-à-dire la transhumance. C'est un code qui ouvre la voie à de grands ensembles. C'est un code qui fait de nos leaders demain, les leaders de demain, ceux qui ambitionnent de nous gouverner, d'avoir un leadership national. Mais à part ça, il y a d'autres éléments qui sont contenus dans le code électoral. Dites-moi de quel élément il s'agit. Tout le monde parle d'exclusion. C'est de cela que vous voulez parler? Il n'y a pas exclusion. Allons-y déjà par là. Il n'y a pas exclusion. Parce que toute réforme porte les gènes de supposée exclusion. Au nom de quoi le législateur de 1990 avait pensé que, à moins de 40 ans, on ne pouvait pas être président de la République et qu'au-delà de 70 ans, on ne pouvait pas l'être. Au nom de quoi? Il n'y a pas de réforme politique ou réforme. Aujourd'hui, on parle de port de casque. Combien sur les 13 millions de Béninois ont la possibilité d'aller tout de suite braquer, sortir 10 000 francs pour acheter un casque? La loi est dure, mais elle reste la loi. En 1990, il y avait de milliers d'intelligents béninois qui pouvaient diriger ce pays. Et on leur a dit, à moins de 40 ans, vous ne pouviez pas. Au-delà de 70 ans, vous ne pouvez pas. Et c'est encore de vigueur. Et cela constitue l'un, n'est-ce pas, des fondamentaux de notre socle démocratique. De la question de 10% au plan national et de 20% maintenant par circonscription, qu'en dites-vous? Même si on ramenait ça à 5%, il s'en trouverait qui en seraient incapables et qui crieraient à l'exclusion. Est-ce que vous ne pensez pas que les accords de gouvernance viennent, sont un subterfuge pour ne pas parler d'accords d'alliance politique? C'est le seul nouveau concept qu'il y a au sein de ce code. Et c'est en cela que je stigmatise, je dénonce l'absence de la communication en amont. Pour dire que c'est un concept nouveau, mais c'est un concept intelligent pour dire que, étant dans un régime présidentiel non présidentialiste et non semi-présidentiel, nous avons un passé en la gouvernance du président Nicéphore Soglo, qui à un moment donné a été obligé dans ce pays de prendre la loi des finances, c'est-à-dire le budget de la République du Bénin, par ordonnance. C'est quelque chose qu'il fallait trouver la possibilité et le moyen de corriger. Donc, en introduisant ce concept nouveau de l'accord de gouvernance, le législateur fait bien. Mais ce législateur a péché de n'avoir pas communiqué, de n'avoir pas dit aux Béninois quel est le contenu réel de son intention. Parce qu'il y a la loi, mais il y a aussi l'esprit de la loi. Mais est-ce que ce n'est pas ce qu'ils font aujourd'hui en communiquant? Oui, a posteriori, monsieur Distel. S'il vous plaît, allez-y rapidement. A posteriori, ça a l'impression du rattrapage. Parce qu'il a été dit au cœur de l'hémicycle. Il a été dit même avant Ebla. Ça va être amer. Lorsque vous dites sociologiquement à un peuple que ça va être amer, n'attendez pas autre chose que la suspicion. Monsieur Béonzin, oui, par rapport aux accords de gouvernance, je voudrais dire, coalition parlementaire. J'ai une difficulté. Monsieur Distel, vous savez pourquoi en 90,
l'âge pour être président de la République a été limité à 70 ans. Je ne connais pas votre âge, j'en ai 60. Moi, je suis juriste. Je suis juriste. Mais, je dis, je ne connais pas votre âge, mais moi j'en ai 60. Je suis plus jeune que vous, mais je vous dis, même si on est jeune et acteur politique dans un pays, on a droit de connaître l'histoire de son pays. Et nous avons cherché, nous avons vu, nous avons entendu plutôt. Vous savez, dans d'autres pays, les gens sont candidats ou les gens ont la possibilité d'être candidats au-delà de 70 ans et à moins de 40 ans. Vous comprenez ? Donc, le débat politique reste ce qu'il est. Sur la question d'alliance et d'accord, de gouvernance, il faut dire que ce qui s'observait au Bénin, c'est que à la veille des élections, des micro-partis ou des groupuscules s'organisaient, se mettaient ensemble, allaient sur une même liste ensemble. À la différence de l'accord de gouvernance. Avec la notion d'accord de gouvernance, chaque parti va à la quête de l'électorat, mais en se mettant d'accord au préalable et en notifiant cela à la Sénat. Donc, j'ai entendu la nuance, la différence. J'ai entendu dire que c'était beaucoup plus opportuniste que les alliances politiques. Les alliances politiques, ce qu'elles avaient ou ce qu'elles ont de très mal, c'est que on va juste pour conquérir l'électorat, on finit les élections et ça part en lambeaux. Mais ce n'est pas le cas. Et celui qui dit que c'est plus opportuniste que les alliances, je ne sais pas sur quel postulat ou sur quelle base il fait cette analyse. Mais d'abord, vous allez voir que la charte des partis politiques interdit déjà les alliances. Et donc, ce que les partis... Et à la date d'aujourd'hui, nous avons des accords de gouvernance de certains partis dans certaines communes. Donc, cela a été repris et organisé dans la modification du code électoral. Il faut dire aussi que la modification du code électoral tranche avec la question de désignation des chefs quartiers, donc des élus locaux. Cette modification, je le disais tantôt, a tranché également la question qui était posée au juge constitutionnel. Qui va parrainer ? Je pourrais dire que la réponse à la date d'aujourd'hui, que c'est des élus qui, les élus dont les mandats sont actuellement en cours. Donc, voilà autant de questions. Est-ce que le nombre in extremis de parrains pour le parti Les Démocrates n'est pas quand même un peu problématique? Déjà... Est-ce que vous ne pensez pas que c'est... Je ne pense pas que cela soit problématique. Les démocrates sont à l'Assemblée nationale. Ils ont le nombre indiqué pour parrainer un candidat. Donc, ce n'est pas... juste le nombre. Alors qu'un député pourrait ce n'est pas démissionner aussi le parrainage dès que le pourcentage de parrainage est fixé. Vous avez beau avoir 1000 parrains, ça n'a pas un autre effet sur la validité de votre candidature au niveau de Merci, Monsieur Béhanzin. Merci, Monsieur Béhanzin. Monsieur Distel-Amoussou, absence de consensus pour le vote, sinon pour la modification de ce code électoral, climat de suspicion. Selon vous, quel risque court-on par l'adoption d'un tel code pour la stabilité politique du Bénin? Ah non, il n'y a pas eu absence de consensus. Non. Il y a eu consensus? Il y a eu expression de vote de part et d'autre. Absence de... Ok, d'accord. Nous sommes en démocratie. Nous sommes en démocratie, c'est la loi de la dictature. C'est vrai. Et les tests en vigueur disent que pour le code, c'est la majorité simple. Et il a eu la majorité. Monsieur le juriste, vous me permettrez de parler? Monsieur Béhanzin, s'il vous plaît, c'est son tour de parole. Non, s'il vous plaît, c'est son tour de parole. Je n'interfère pas, je dis juste qu'il a. Allez-y, monsieur Amoussou.
Non, il n'y a pas eu absence de consensus. En tout cas, parlant du code révisé ou corrigé, il n'y a pas eu absence de consensus. Il y a eu vote. Il y a eu expression de vote. De part et Quel d'autre. risque court-on, M. Distel Amoussou, par le vote d'un tel code aujourd'hui pour la stabilité du Bénin? Il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque? À mon niveau, aujourd'hui, Oui. il reste que... Vous êtes consultant en communication, vous avez évoqué plusieurs raisons aujourd'hui qui justifient que le code ne devrait pas, en amont, devrait être voté de cette façon-là. Dites-moi, est-ce que vous, quand vous analysez, est-ce que tout va bien? Est-ce qu'on ne court aucun danger pour la stabilité du Bénin? Nulle part, peut dire que tout va bien nulle part. Je continue de dire une chose. Je continue de dire que le Bénin a besoin de stabilité, de paix. Le Bénin a besoin d'une pression, c'est-à-dire d'un leadership fort. Ce qu'incarne aujourd'hui le président Patrice Talon. Je suis un produit transitoire de la révolution. À un moment donné, il nous était fait obligation tous les samedis de balayer devant nos maisons, nos devantures et les rues. Mais aujourd'hui, c'est une société qui s'en occupe. Le contexte a évolué. Mais il reste que, pour que notre démocratie constitue pour nous un socle de développement, il faut un leadership fort. Et le président Patrice Talon l'incarne. Je ne voudrais pas tenir le même discours que mon vis-à-vis, juriste incapable de me sortir un seul article de la Constitution, du Code électoral. Mais qu'est-ce que vous en savez? C'est ce que je vis, je n'en sais rien, mais c'est ce que j'observe. Oui, Mais je dis, j'ai la parole. Mais je dis, par respect pour les téléspectateurs et par amour pour cette République, ce pays qui m'a tout donné, je vais vous dire deux choses essentielles. Ce code est un code d'avenir. Et lorsque vous faites une petite balade politique dans la sous-région, vous observez que c'est un code dynamique. On lui fait le reproche aujourd'hui d'être un code d'exclusion. Je vous dis, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai dans la réalité, ça n'est pas vrai dans le contenu. Parce qu'en réalité, en 1990, lorsque la Constitution était votée par référendum, il y avait eu un débat monstre autour de la limitation d'âge 40-70. C'est pareil aujourd'hui. On dit il y a un pourcentage, il y a ceci, il y a cela. Oui, lorsque nous ne trouvons pas le cadre d'expliquer aux Béninois, d'expliquer aux citoyens, d'expliquer aux contribuables, il y a la possibilité que ce discours se tienne. Il y a la possibilité que ce débat se fasse. Mais nous allons retenir essentiellement que ce code nous évite d'organiser tous les ans ou tous les 2 ans des élections. C'est une possibilité pour nous de gagner de l'argent, de retenir de l'argent dans nos caisses pour continuer les travaux de grande intensité de main-d'œuvre, de grandes réalisations, de la construction de puits, d'écoles, de continuer, de renforcer le programme de cantine scolaire, de l'amélioration du plateau technique en matière de santé. Lorsque nous allons continuer de nous parler, parce que pour moi, le dialogue doit être permanent
il doit être dynamique, il doit même être corsé pour que du choc des idées jaillisse, n'est-ce pas, en réalité, la vérité, la lumière pour notre pays. On dit non, on nous a forcés à faire ci, non, on nous a... Mais écoutez, figurez-vous, la démocratie que nous connaissons aujourd'hui nous est arrivée dans les années 90 comme pour venir nous libérer du joug de la révolution ou des régimes dictatoriaux. Mais cette démocratie-là n'a pas son ordonnancement ou sa prescription pour le développement, pour les leviers de développement. C'est pour cela qu'on me cite, je voudrais qu'on me cite, un seul pays au monde où on me dira que c'est la démocratie qui a sécrété, généré, produit le développement. Vous brûlez d'envie de répondre. Oui, je suis vraiment peiné de voir mon frère aîné, Distel Amoutsou, entrer dans du dilatoire en faisant croire que, en disant qu'on est juriste et qu'on ne peut pas citer un seul article. C'est vrai que quand on a de l'âge, on redevient enfant ou très petit. Je ne sais pas si c'est déjà des je ne problèmes rentrerai pas dans votre jeu. Non, ce n'est pas un jeu, mais puisque nous sommes en train de donner le contenu des les innovations majeures du code, nous n'avons pas besoin de dire qu'il y a eu les articles 34 nouveaux, 37 nouveaux. Nous n'avons pas besoin de dire que l'article 143 ou les articles 189, 187 à 189 ont été modifiés. Monsieur Distel, vous avez en face de vous Franck Béhanzin. Vous comprenez donc quand l'on se met à dire de ces choses, ce n'est vraiment pas élégant. Monsieur Béhanzin, est-ce que Monsieur Amoussou, vous voudriez pour les prochaines minutes... J'ai pas de réplique. Je lui laisserai le temps d'antenne. Ce serait bien de vous excuser peut-être. Alors, Monsieur Béhanzin, quelles sont, selon vous, les implications pour le système politique de toutes ces innovations qui ont été apportées au code électoral, à part, bien sûr, le renforcement du système partisan? Il y a le renforcement du système partisan dont on avait parlé, mais il y a également, quand on dit qu'il n'y aura pas, d'ailleurs, le code modifié l'avait déjà dit, mais le code en vigueur l'avait déjà dit, et cette nouvelle modification vient préciser qu'il n'y aura pas d'élection pour les élus locaux. Ça fait de l'économie à l'État. Donc, c'est une politique de rationalisation des ressources. Le code dit également que les élus de 2020 vont être désignés par les élus locaux. De 2026, pardon. Non, je veux parler des chefs quartiers et des chefs de village que actuellement c'est le parti qui a eu de la majorité dans le village qui désignera le chef quartier. Contrairement à ce qu'on avait vu de par le passé, il n'y aura plus un conseil local, donc il y aura le chef quartier qui va être désigné. Voilà donc l'une des innovations que nous avons. Il faut dire également que le code a fixé un délai pour retourner la caution aux partis politiques. Vous savez que nous sommes en train d'aller à des élections générales, oui, et il y aura deux grandes élections, donc les partis auront assez de ressources à mettre en jeu. Donc le code a fixé le délai pour retourner la caution aux partis politiques, s'agissant surtout de l'élection présidentielle. Alors, Distel Amoussou, une dernière question avant de clôturer cette émission. Est-ce que, au vu du fait que les conditions pour participer aux élections aujourd'hui ont quand même été, ça et là, corsées, est-ce que vous avez fait le point? Combien de partis seront représentés à l'Assemblée nationale prochainement? Est-ce qu'on ne tend pas vers encore
Parlement un peu monocolore quand même. Non, pas du tout. Le président Patrice Talon, d'abord le candidat Patrice Talon avait été clair sur sa vision. L'objectif, c'est d'avoir 2, 3 grands ensembles dans notre pays, à l'image du Nigeria, du Ghana, de l'Afrique du Sud et d'autres pays. Il n'y a en fait que dans les pays francophones que nous continuons de traîner des partis politiques dans les mallettes. L'objectif pour le président Patrice Talon, c'est les questions de développement. Les questions de la survie, du bien-être et du mieux-être. Alors, quand on est dans cette logique, on a cette posture, on ne s'accommode pas de qui veut être délégué, chef quartier, chef village, maire, député, non. On se fixe des objectifs par rapport au développement du capital humain. Et c'est pour cela que mon parti, le Bloc républicain, soutient fermement le président Patrice Talon sur le développement du capital humain. Nous prônons l'autonomisation de la femme. Nous sommes 8 mars, c'est l'occasion de le dire. Nous faisons la promotion du développement de la jeunesse, de l'auto-employabilité de la jeunesse. Et c'est à cela que le gouvernement du président Patrice Talon a subventionné les engins agricoles à 50%, à plus de 50%. C'est en cela que nous faisons la promotion de la construction des écoles agricoles, les écoles de formation technique et professionnelle. Parce que nous disons qu'il faut aller vers les emplois techniques et professionnels. Moi, même, ma propre fille, qui vient d'avoir son bac, est African Design School. C'est-à-dire qu'elle apprend à dessiner dans du bois. J'aurais pu dire, je la veux en cravate dans un bureau. Mais non. C'est pour vous dire quoi? Pour vous dire que ce n'est que comme ça que nous pouvons continuer de développer notre pays. Et j'en aurais fini lorsque je vous l'ai dit qu'une réforme tient compte essentiellement de 3 choses. Et c'est ce que le gouvernement du président Patrice Talon observe et tient à cœur. 1. La douleur des réformes, c'est-à-dire le choc sociologique que cela pourrait créer. Deuxième chose, la capacité de résilience. Et la troisième chose, les induits. Les induits, pour vous les rappeler, lorsque nous roulons aujourd'hui sur de belles routes, Cotonou, Calavi, c'est aujourd'hui 15 minutes, Calavi, Cotonou, vice-versa, 15 minutes, nous gagnons en temps, nous gagnons dans la vitalité de nos moteurs, nous gagnons en beaucoup de choses. Nous gagnons lorsque nous allons aujourd'hui dans l'administration ou nous allons sur le net avec tout ce qu'il y a comme administration, n'avons plus la possibilité de quitter Djougou pour venir à Cotonou prendre tel acte ou d'aller à Djougou pour en prendre. C'est des gains qualitatifs. Lorsqu'on est dans tout ça, il faut maintenant assainir l'écosystème politique. Et c'est à cela que s'attelle le régime du président Patrice Talon. Mais je dis, l'épine qu'il faudra enlever de tout ça reste ce qu'ils ont appelé la normocommunication. Il faut dire les choses. Il faut dire aux Béninois, écoutez, dans ce timing donné, nous irons à ceci. Regardez le port de Casques. Vous en aurez fini? J'en aurais fini en 2 minutes. En moins de 2 minutes. Pour vous dire que depuis le 1er mars, où le contrôle rigoureux du port de Casques a commencé, le Bénin n'a pas encore enregistré un seul accident où il y a traumatisme au niveau du crâne. Vous avez eu les chiffres à quel niveau? Au niveau du CLHU. Okay.
Et je les ai eus à 17h aujourd'hui. Parce que je suis en train de faire un travail pour une chaîne internationale là-dessus. Merci. C'est pour vous dire que Oui. c'est un résultat probant. Alors, Monsieur Franck Bianzin, une dernière question pour finir. Vous allez réagir par rapport à ce qui a été dit, mais avant, dites-moi, est-ce que quand on initie des réformes qui créent autant de chocs sociologiques, comme Monsieur Distel l'a dit, et qu'il y a autant de murmures, de ronchonnements, de frustrations, de suspicions, est-ce qu'on ne craint pas que tout soit défait quand on n'est plus là? Quand la fondation d'une maison est solide, le vent a beau souffler, mais ça ne fait pas écrouler le bâtiment. Elle est belle celle-là. Elle est belle. Vous voyez, donc Elle est belle. je sais que Des efforts pour se réconcilier. non, c'est mon jeu. C'est mon jeu, c'est un donc, grand frère, donc il voilà. n'y a rien de... Non, non, celle-là, elle est belle. Je vous le dis. Vous voyez donc les réformes, elles sont bien pensées et mises en œuvre. Et rassurez-vous, il y a une chose. Les acteurs publics émanent en majorité des partis politiques. Donc, si l'organisation des partis politiques n'est pas une réussite, nous aurons de piètres acteurs publics. Donc, c'est pour ça la réforme du système... Je n'avais pas envie de vous retirer la parole, mais je dis, c'est faux. Non, vous dites ce qui devrait être. Je dis... Mais c'est faux. C'est pour cela que je vais inviter nos partis politiques, les grandes formations, LD, BR, UP, le Renouveau, Moël Bénin, RN, toutes les grandes, à mettre un accent particulier sur la formation Bien évidemment. du personnel politique. C'est pour ça que je dis quand la réforme du système partisan est une réussite et que les partis politiques fonctionnent réellement et que les partis politiques participent à la formation de la ressource humaine qui serait mise en œuvre à l'action, qui serait impliquée dans l'action publique, ça veut dire que nous aurons de très bons résultats. Donc, tout ce qui se fait aujourd'hui sur la réforme du système partisan, sur la consolidation de cette réforme, toujours pour atteindre les objectifs visés, je pense que ça concourt résolument au développement de notre pays. Et vous avez vu, les 10 dernières années, nous avons assisté à la révélation de notre pays. Vous avez vu, sans mers, sans cris, sans bruit, des bâtiments, des édifices émergent pour le bonheur de chaque citoyen béninois. Quand vous atterrissez, quand vous quittez l'extérieur, vous atterrissez aujourd'hui à l'aéroport de Cotonou, vous êtes fiers. Par le passé, vous voyez tout ce que vous subissez et quand vous quittez, vous entrez dans la ville de Cotonou. Aujourd'hui, vous avez envie d'y rester. Aujourd'hui, c'est ceux qui sont à l'extérieur qui ont envie de venir rester au Bénin parce que, bien évidemment, le pays est en train d'être construit. Quand on parle, par exemple, et bien, Distel est revenu sur la question tout à l'heure, 10 secondes, oui. Quand on parle des voies, vous voyez le Zémédian qui travaille avec sa moto, il ne parcourt plus les eaux de ruissellement, donc il change moins de d'enchaîne. Pour sa moto, il a moins de difficultés et il gagne de ressources. Donc nous allons prier, nous allons rassurer les téléspectateurs et les Béninois que ce qui est en marche est bien et qu'il est important que nous puissions continuer dans cette même dynamique. Monsieur Distel Amoussou, votre mot de fin? Non, je dirais merci à tous nos téléspectateurs. Je saisis l'occasion pour dire bonne célébration tout ce mois de mars. Je suis la seule femme parmi vous, mais personne ne m'a souhaité. Bien évidemment, au début, j'ai souhaité une belle célébration à toutes les femmes. Bonne fête, Pissonio. Bonne fête, Pissonio. Merci, c'est gentil. Bonne célébration, Pissonio. Non, et je voudrais dire pour terminer, oui, parlant du mois de la femme, et dire que le maïs est passé de 175 francs à 325 francs aujourd'hui. Et il est plus important pour les Béninois, pour les femmes
béninoise, que nous y travaillons. Et je crois que tout le débat politique que nous faisons les intéresse très peu. Ce qui les intéresse, c'est cela. Travaillons à ce que le prix du maïs baisse. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, voilà, merci Distel Amoussou, merci Monsieur Franck Benzin. Je rappelle, Distel Amoussou, vous êtes consultant en communication, analyste politique, membre du parti politique Bloc républicain. Monsieur Franck Benzin, juriste, membre du parti Union progressiste Le Renouveau. Oui, nous avons parlé, vous avez compris, du nouveau code électoral voté au Bénin par le parlementaire béninois. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Cette émission politique sans tabou à retrouver en nouvelle diffusion sur tous les canaux digitaux de Reporters Bénémonde. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.